Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue indépendant installé à Lausanne et aujourd'hui nous allons parler de comment survivre à la pression de l'excellence, à ces injonctions qui sont notamment beaucoup véhiculées dans le monde du développement personnel, du coaching, un monde auquel j'appartiens directement. Et donc ça va être intéressant de voir que des fois la limite est fine entre le développement personnel sain et un développement personnel entre guillemets malsain qui pousse toujours à l'excellence et qui donne des injonctions qui vont être peut-être négatives. Je dois vous avouer quelque chose. En effet, je suis extrêmement présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, et c'est sûrement comme ça d'ailleurs que vous avez dû me découvrir. Mais je produis énormément, par contre, je consomme très peu de réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais très peu voir ce que les autres font, et notamment ce que les autres coachs ou psychologues font dans mon domaine. Je me tiens généralement peu informé de l'activité de ces nombreux coachs présents sur Internet, tellement, en fait, ce terme est aujourd'hui utilisé à tort et à travers par des gens qui ont parfois peu d'éthique, et souvent très peu de formation. J'ai pu voir dans mes formations que j'ai suivies, il y avait des personnes qui venaient faire un cours d'1 ou 2 semaines et qui ensuite s'autoproclamaient coach et cherchaient à ouvrir leur cabinet. Alors, ça veut pas dire que les techniques enseignées dans ces formations sont mauvaises, mais le problème c'est que souvent on nous explique des techniques qu'on peut appliquer. Mais on nous enseigne pas dans ces formations comment mener un entretien, on nous enseigne pas l'éthique, on nous enseigne pas comment découvrir où sont nos limites, comment savoir jusqu'où on peut aller ou pas. Et en fait, on nous enseigne pas tout ce qui fait en fait la qualité d'un accompagnement thérapeutique. Donc un accompagnement, c'est pas seulement des techniques, c'est surtout une posture thérapeutique et professionnelle. Donc j'ai remarqué dernièrement, depuis quelques années, une tendance dans le courant du développement personnel que je trouve plutôt inquiétante. En effet, je constate que d'innombrables coachs, que ça soit dans le domaine physique ou mental, vouent un culte à la performance, à la productivité, à l'excellence. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Eh bien, on va explorer dans cet épisode les côtés peut-être pervers de ce que j'appellerais le coaching de l'excellence et voir comment réorienter les objectifs pour redonner au développement personnel une vision saine et équilibrée. C'est là où on va voir aussi que la limite est fine entre un développement personnel sain et un développement personnel malsain parce que vous allez me dire mais toi aussi tu prônes l'excellence dans tes podcasts, tes posts, etc. Et c'est pas tout à fait ça. Ce que je prône, c'est pas l'excellence qui est un résultat dicté par des normes sociales, familiales, professionnelles. Moi, ce que je prône, c'est de s'engager dans un processus d'amélioration, dans un processus d'excellence. Et vous voyez peut-être pas la différence, car elle est fine, mais elle est super importante. On pourrait résumer ça par la phrase que l'on utilise notamment dans les arts martiaux, particulièrement dans le karaté Kyokushin, qui est l'important, c'est de se battre pour être le premier, pas d'être le premier. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur le processus et pas le résultat. Pourquoi ? Parce que le processus, et ça je le répète très régulièrement dans ces épisodes, c'est quelque chose sur lequel on a du contrôle. Donc vous avez du contrôle sur le fait de chercher à être en meilleure santé, de chercher, si je prends un exemple très concret, à gagner en masse musculaire, si vous faites du sport.
Vous avez du contrôle sur le fait d'aller vous entraîner régulièrement, de faire attention à votre nutrition, etc. Mais par contre, vous n'avez pas totalement le contrôle sur quelle est la masse musculaire que vous allez prendre, à quel rythme, etc. Parce qu'il y a plein d'autres variables qui sont en jeu, notamment génétiques par exemple. Donc c'est là où se trouve, selon moi, la fine différence, c'est il faut toujours se méfier des gens qui coachent pour un résultat plutôt qu'un processus. Donc pour moi, c'est très sain de coacher les gens à s'engager dans des processus d'amélioration, parce que si on prend l'habitude de planter entre guillemets des graines positives pour ce qui a le plus de chances de nous apporter du bonheur, de la santé, eh bien c'est la recette pour moi d'une vie heureuse. Si par contre on les fait se focaliser sur des résultats concrets, mais qui sont des fois définis, on sait pas vraiment par qui, ou par des normes qui nous parlent même pas forcément, eh bien là ça devient problématique. Donc on va justement parler de cette excellence selon les normes sociales. Alors l'effet pervers de la plupart des coachings actuels, ça réside justement dans le fait qu'ils ont une visée quantitative plutôt que qualitative. De la même manière qu'une personne tenterait de trouver son bonheur en accumulant des biens matériels, eh bien beaucoup de coachs prônent aujourd'hui l'accumulation de compétences et la performance à tout prix, avec des injonctions du type « lisez un livre par semaine »,« ne mangez jamais seul à midi afin de vous créer un réseau », ou encore « levez-vous à 5h30 pour commencer votre journée par un jogging », etc. Le développement personnel dérive gentiment, au final, vers le remplissage d'une checklist dont l'unique but est de répondre aux exigences du coach au lieu de répondre aux propres besoins et aux attentes du client. Ça peut être aux exigences du coach, aux exigences de la société, des normes sur Instagram ou j'en passe. Ce qui devrait être une démarche d'épanouissement et d'évolution vers des objectifs, des valeurs et des standards personnels devient alors une sorte de dictature de normes d'excellence imposées de l'extérieur. Les « tu peux » se transforment alors en « tu dois » et le but initial d'une démarche de bien-être devient alors une génératrice d'injonctions angoissantes et culpabilisantes. Alors, quels sont les risques de ce coaching de l'excellence ? Eh bien, si on se base sur la théorie de Beck, la dépression provient de la présence de croyances dysfonctionnelles, imposant à l'individu des règles de vie trop exigeantes du type « je dois être parfait »,« je ne suis rien sans mon partenaire »,« je n'arrive jamais à rien », etc. Et l'impossibilité de répondre à ces standards et la vision pessimiste de soi, du monde et du futur qu'ils engendrent amènerait les personnes à la dépression. Donc instaurer des changements dans sa vie, tels que pratiquer du sport, manger sainement, rencontrer de nouvelles personnes, acquérir de nouvelles connaissances, etc., ça s'avère très positif, tant que ces choses-là ne produisent pas une charge étouffante de règles anxiogènes à respecter. Un exemple frappant, parmi tant d'autres, malheureusement, eh bien c'est la dépression et l'alcoolisme dont a souffert le célèbre nageur Michael Phelps en 2014. Comment est-ce qu'on explique qu'une personne qui collectionne les médailles d'or et qui fait rêver la terre entière puisse souffrir de tels troubles ? Eh bien, malgré son succès, la pression imposée par son mode de vie, les attentes démesurées qui y sont liées, et peut-être le manque de sens personnel que produisait sa vie, ont probablement fini par venir à bout de son mental. Il s'en est désormais sorti, heureusement pour lui. Alors, au final, comment est-ce qu'on revient à un développement personnel sain ? Eh bien, afin de continuer à se développer personnellement de manière équilibrée, il est important, selon moi, d'être attentif aux points suivants. Premièrement, la motivation, elle doit venir de vous. Donc c'est important de vous fixer des objectifs qui correspondent à vos propres besoins, vos propres envies, et non pas aux attentes de votre coach, de la société, de votre famille, etc. Pratiquer une activité physique sera donc positif si le but est de vous dépenser, de prendre du plaisir et de vous sentir bien dans votre corps. Cela pourrait par contre devenir problématique si les raisons de cette activité sportive sont de vous rapprocher d'un idéal de société ou de satisfaire les demandes de votre coach, partenaire, maître, patron, etc. Il est donc intéressant d'identifier les raisons profondes de vos actions afin d'évaluer leur pertinence. Ça, le pourquoi vous faites les choses, c'est une question qui est extrêmement importante à vous poser. Et ça vous évitera
de vous engager sur les mauvais chemins et de faire les choses pour les mauvaises raisons. Un autre point, c'est de fixer vos propres standards. Donc il est primordial d'avancer à votre rythme et de vous arrêter quand vous le souhaitez. L'enrichissement personnel, c'est une construction à long terme, et vous avez tout à fait le droit d'accélérer ou de ralentir la cadence quand bon vous semble. Comme disait l'écrivain et grand voyageur Robert Louis Stevenson, l'important ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Ça, c'est une phrase qui a été reprise encore et encore, qui peut paraître bateau, mais pourtant elle est tellement vraie car elle résume vraiment cette dualité entre le fait de se focaliser sur le processus ou sur le résultat. Donc peu importe que vous ayez décidé d'apprendre une langue et que vous soyez arrêté après le 5e chapitre. Peu importe encore si vous ne pratiquez la méditation qu'une fois tous les 2 mois. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec vous-même et de faire ce qui vous semble bon lorsque vous le souhaitez, d'avoir la liberté de débuter ou terminer une activité quand vous en avez envie. Maintenant, en effet, ça peut peut-être paraître contradictoire, eh bien, il est primordial, si on veut faire des choses dans notre vie, vivre des choses qui ont de la valeur, eh bien, c'est super important d'être dans un processus où on est engagé. Et ça, je parle souvent de la différence entre la motivation et l'engagement. Parce que souvent, alors on peut prendre le sport, parce que c'est un grand exemple, souvent on me dit « Ah, j'ai envie de me mettre au sport, mais au bout d'un moment, j'ai plus la motivation et puis j'arrête. » Et c'est absolument normal, parce que si on se focalise sur notre motivation et qu'on laisse notre motivation décider, évidemment qu'on va arrêter le sport au bout de 3 jours. Parce que moi, par exemple, je me lève le matin à 6h et puis je commence mon sport à 6h15, 6h30. Je vous assure que tous les matins, j'aimerais bien dormir un peu plus. Et tous les matins, en me levant, je me réjouis pas d'aller faire du sport. Par contre, une fois que je le fais, eh bien là, j'ai du plaisir, puis j'en ressens les bienfaits. Mais si j'écoutais ma motivation, eh bien je repousserais chaque fois le réveil. Donc c'est important, si vous voulez accomplir des choses, pas à nouveau pour un idéal de société, mais pour vous, accomplir des choses qui ont du sens pour vous, qui ont de la valeur pour vous, c'est important de se focaliser sur l'engagement et pas la motivation. C'est-à-dire, je m'engage à faire du sport tous les matins. Et peu importe que je sois motivé ou pas, qu'il fasse beau ou pas, eh bien j'irai faire du sport. En fixant évidemment des limites, je sais pas, par rapport à votre récupération, par rapport à votre fatigue. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas écouter totalement votre corps, mais c'est important de mettre des règles d'engagement. Et ça, on le fait tous. Si vous avez des enfants, eh bien je suis sûr que vous n'êtes pas motivé à vous lever à 3h du matin pour nourrir votre bébé. Mais vous le faites parce que vous vous êtes engagé envers lui de le faire survivre. Vous n'êtes pas motivé tous les jours à vous occuper de vos enfants, à les éduquer, etc. Pourtant, vous le faites. Vous n'êtes pas motivé tous les jours à vous lever pour aller au boulot. Pourtant, vous le faites parce que vous vous êtes engagé à travers un contrat de travail, car vous savez que si vous y allez pas, vous allez vous faire virer, et puis ça va engendrer plein de conséquences négatives, parce que du coup vous pourrez plus payer votre loyer, etc. Alors peut-être c'est ça qui retient les gens par rapport à l'exercice physique, c'est que on voit peut-être pas tout de suite les conséquences. Pourtant, je pense que c'est les conséquences les plus graves. Le fait de mal manger et de ne pas faire d'exercice physique, eh bien au niveau de la santé, c'est ça les conséquences les plus graves qu'on puisse avoir. Mais en effet, une lettre de licenciement, on la reçoit au bout de quelques semaines, tandis qu'une maladie, ça peut prendre des mois, voire des années. Et c'est peut-être ça qui fait que on voit peut-être moins les conséquences quand on se dit « finalement, je vais arrêter le sport ». Un autre point important, c'est de viser le bonheur et pas la performance. Donc n'oubliez pas que le but premier du développement personnel, ce n'est pas de remplir un CV ou d'impressionner votre voisin de palier. Le bonheur, c'est ça qui compte vraiment. Et c'est pourquoi je vous incite à vous interroger sur ce qui vous rend profondément heureux, plutôt que de réfléchir au « qu'en dira-t-on ». Donc ne laissez pas quelqu'un d'autre juger si ce que vous avez accompli aujourd'hui était suffisant. Demandez-vous simplement « est-ce que je suis heureux aujourd'hui ? Est-ce que cette journée est une journée qui m'a enrichi, qui m'a fait du bien ?» Et puis, si la réponse est plus souvent non que oui, en effet, il y a des changements à apporter.
Donc en conclusion, eh bien, l'apprentissage de nouvelles connaissances et le développement personnel au sens large sont des aventures incroyables et passionnantes. Il est juste simplement primordial d'écouter ses besoins personnels et de rester l'acteur principal de ce processus en vous réappropriant votre démarche. Donc ne laissez pas quelqu'un vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, et n'oubliez pas que vous seul êtes libre de fixer vos propres objectifs ainsi que vos limites. Et c'est peut-être le meilleur résumé qu'on puisse faire dans le rôle d'un thérapeute ou de quelqu'un qui fait de l'accompagnement. C'est pas de vous donner des règles à suivre ou des conseils. Souvent les gens ont cette croyance. C'est de vous guider à travers votre réflexion, de vous donner évidemment des astuces, un cadre de réflexion, d'action, mais c'est jamais quelqu'un qui doit vous prescrire ce que vous devez faire. De toute façon, ça doit s'inscrire dans votre parcours, dans vos besoins, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'accompagnement, parce que le but c'est de marcher à côté de la personne, pas devant. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.